Tu viens de terminer un film Spider-Man et tu te dis que tu aimerais bien continuer l'expérience en lisant un comics, à la fois pour découvrir de nouvelles histoires et tester le format d'origine de Spider-Man. Cependant, lorsque tu arrives en librairie, t'y comprends rien. Pourquoi il y a 3 tomes 1 différents de Spider-Man? Pourquoi il y a 2 livres avec la même couverture, mais pas le même format? Mais surtout, par où tu es censé commencer? Tu n'as pas encore acheté un seul comics que déjà, tu te sens perdu. Et c'est normal. Tu es face à un système dont on ne t'a jamais expliqué le fonctionnement. Et c'est pour ça que dans cette série de 3 courtes vidéos, je vais te donner toutes les bases pour commencer les comics. Et aujourd'hui, on commence par le plus important, comprendre ce qu'est réellement un comic book. A noter qu'aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur les comic books de super-héros, car les comic books indépendants fonctionnent comme le manga ou la BD franco-belge. On commence au numéro 1 et on suit jusqu'à la fin. A la base, un comic book, c'est un petit fascicule souple d'une vingtaine de pages, publié chaque mois et dans lequel on peut retrouver les aventures d'un ou de plusieurs personnages. Et ce format va exploser en 1938 avec l'arrivée de Superman. Chaque numéro présente des histoires auto-conclusives, et comme le dit Stan Lee dans les années 60, chaque histoire doit pouvoir être la première pour un nouveau lecteur. Les comics sont alors pensés pour être lus indépendamment les uns des autres. Ainsi, vous pouviez lire le numéro 35 d'une série, puis enchaîner avec le 48 sans que cela ne soit véritablement un problème. Il y a parfois des numéros qui vont changer le statu quo en tuant un personnage ou en faisant apparaître un nouveau, mais la plupart du temps, tout est bien pensé pour que le nouveau lecteur ne soit pas perdu. Cependant, progressivement, les récits vont commencer à s'étendre. C'est ainsi que les arcs narratifs font leur apparition dans les comics. Au début, ils sont très peu codifiés et répondent aux besoins des artistes. Seulement, très rapidement, les éditeurs y voient une opportunité de faire revenir le lecteur plus facilement, et ils vont standardiser la formule. À tel point qu'à partir de l'année 1988, on voit apparaître sur les numéros les couvertures de l'arc en cours. Au début, c'était une manière d'événementialiser une histoire, et maintenant, c'est la norme. Ces histoires sont donc découpées en plusieurs chapitres, mais forment un tout cohérent, et c'est bien souvent le début de ces arcs qui permet de replacer qui est le personnage, le contexte, et d'accueillir le nouveau lecteur. Là où dans les années 60, chaque numéro devait pouvoir accueillir le nouveau lecteur, c'est maintenant le premier numéro de chaque arc qui a cette responsabilité. Mais ça, c'est pour les années 80, car si on veut être tout à fait honnête, maintenant, c'est au début des runs que la porte d'entrée se crée. Et là, je me rends compte qu'il faut que je vous explique ce qu'est un run. Et pour ça, je vais avoir besoin de revenir sur une petite particularité qu'on a dans le monde du comic book. Les personnages comme Spider-Man ou Batman n'appartiennent pas à leur créateur, mais à l'éditeur. Marvel pour Spider-Man et DC Comics pour Batman. Et comme les personnages n'appartiennent pas à leur créateur mais à l'éditeur, celui-ci peut choisir qui dessinera et qui écrira les prochains numéros. Malgré tout, les scénaristes et dessinateurs ne changent pas forcément à chaque numéro, et c'est même plutôt l'inverse avec des dessinateurs et des scénaristes qui vont parfois rester jusqu'à plusieurs années sur le même personnage. Par exemple, on a Chris Claremont qui a écrit sur les X-Men pendant 16 ans, Dan Slott qui a écrit sur Spider-Man pendant 10 ans, ou Grant Morrison qui a écrit sur Batman pendant 7 ans. Et ces passages, qui vont de quelques mois à plusieurs années sur un personnage ou sur un groupe de personnages, c'est ce qu'on appelle un run. Donc si on résume, un run est composé d'arcs narratifs, composés eux-mêmes de plusieurs numéros, et le début de ces runs est très souvent une excellente porte d'entrée. Ces runs s'appuient parfois sur des concepts ou des personnages venant d'anciens runs, mais ils sont souvent pensés et écrits pour permettre à n'importe qui de se lancer sans trop de soucis. Et l'histoire d'un personnage comme Spider-Man n'est au final qu'une succession de runs plus ou moins longs, avec des portes d'entrée plus ou moins accueillantes au début de chacun de ces runs. D'ailleurs, il arrive très souvent que pour marquer le début d'un nouveau run, l'éditeur choisisse de faire repartir la série au numéro 1. Maintenant, vous avez les bases pour comprendre ce qu'est un comics et comment ça évolue dans le temps. Mais on va ajouter un peu de complexité à tout ça. Un personnage peut avoir plusieurs séries en même temps et qui se déroulent simultanément dans le même univers. Et pour vous illustrer ça, je vais prendre l'exemple du personnage de Batman. Batman est créé en 1939 dans les pages du mensuel Detective Comics. Cependant, face au succès du personnage, il se voit attribuer un deuxième mensuel appelé sobrement Batman. À ce moment, on a donc la série Batman et la série Detective Comics qui paraissent chaque mois avec à l'intérieur des histoires de Batman écrites et dessinées par des personnes différentes. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. On a régulièrement entre 4 et 6 séries dédiées aux personnages de Batman qui paraissent tous les mois. Chacune de ces séries raconte des histoires différentes, se passant presque en même temps et ayant des tonalités parfois très différentes, ce qui permet à chaque lecteur de trouver son bonheur.
Et dans l'absolu, vous n'êtes pas obligé de lire Batman pour lire Detective Comics. Malgré tout, il y a une petite nuance à ça. En effet, chacune de ces séries peut se retrouver dans un crossover ou impactée par un event. Dans le cas d'un crossover, les différents mensuels vont se suivre les uns les autres pour former une grande histoire partagée le temps d'un événement particulier ou d'une période un peu plus longue. Le nom de l'arc est alors indiqué sur chaque couverture des mensuels faisant partie du crossover. Pour l'event, c'est un peu différent et pour le comprendre, prenons le cas de Civil War. Lorsque Civil War commence, un nouveau mensuel fait son apparition, avec le nom Civil War. Autour de cette série, d'autres mensuels se passant en parallèle de Civil War vont être impactés par ce qu'il s'y passe. On a aussi certains mensuels non essentiels qui vont apparaître pour accompagner la série Civil War principale et qui apportent des informations en plus. Mais en soi, vous ne pouvez lire que la série principale Civil War sans lire les séries impactées ni les séries créées pour l'occasion. Vous aurez toute l'histoire, mais vous aurez juste moins de détails. Et dans la grande majorité des cas, c'est ce qui arrive lors d'un event. Mais il arrive également que certains events soient aussi des crossovers, nécessitant la lecture des différentes séries impliquées, en plus de la série principale. Et sans ça, il vous manquera des informations importantes. Et une fois que vous avez compris tout ça, je pense que vous avez toutes les clés pour comprendre et lire des comics liés à la continuité. Enfin non, pas vraiment. Car il existe aussi des récits qui se passent dans d'autres univers parallèles et qui fonctionnent globalement avec le même fonctionnement que l'univers principal, à la différence que cette fois, l'univers est pensé pour être un nouveau départ. C'est le cas par exemple avec Ultimate chez Marvel ou Absolute chez DC Comics. Et généralement, ces univers parallèles finissent par croiser la continuité classique dans un événement ou dans un crossover. Et là, maintenant, vous avez toutes les clés pour comprendre la continuité. Un assemblage d'histoires qui s'empilent les unes sur les autres de manière plus ou moins cohérente pour construire et raconter la grande histoire d'un univers. Mais il y a un autre détail, c'est ce qu'on appelle les récits hors continuité. Et là, ces récits, ça inclut un peu tout et rien. On a des récits qui sont des univers parallèles, d'autres qui pourraient s'intégrer parfaitement dans la continuité, certains qui se passent dans le futur, ou qui sont des occasions pour certains artistes de se faire plaisir. Et maintenant, vous avez toutes les clés pour comprendre comment fonctionnent les comics de super-héros. Mais ça ne répond pas à la première question. Par où est-ce qu'il faut commencer ? Malgré tout, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des pistes de lecture, ça arrivera un peu plus tard, je vous rassure, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire un point avec vous sur la principale force des comics, c'est que c'est hyper accessible. Contrairement aux mangas, les comics de super-héros ne sont pas pensés pour être lus dans leur entièreté, ils sont pensés pour être accessibles régulièrement. Chaque nouveau numéro 1, chaque mini-série, chaque nouvelle arrivée d'une équipe créative est pensée comme étant une porte d'entrée. Ainsi, tu peux commencer où tu veux, et de la manière dont tu as envie. Tu peux te contenter de lire le Batman de Scott Snyder, ou tu peux te contenter de lire le Batman de James Tynion IV, ou tu peux te contenter de lire le Batman année 1 de Frank Miller. En soi, tu auras une histoire avec un début, un milieu, une fin. Il y a bien quelques références qui vont t'échapper, mais ça, c'est pas très grave. Ça ne va pas nuire à la qualité du récit. Au mieux, ça te donnera envie de découvrir d'autres histoires. Le comics, c'est pas compliqué de rentrer dedans. Ce qui est compliqué, c'est de choisir son premier titre, d'accepter qu'on ne pourra pas tout lire. Et c'est d'ailleurs cette accessibilité qui va donner son aspect compliqué aux comics. La qualité varie énormément en fonction des différentes équipes créatives qui sont passées sur le personnage, et il y a beaucoup de portes d'entrée bien meilleures que le numéro 1 pour de nouveaux lecteurs. Et ça explique pourquoi en France, on a plusieurs Batman tome 1, car chacun de ces tomes 1 peut être considéré comme une porte d'entrée. Et si effectivement il y en a qui sont plus simples pour commencer que d'autres, sachez que moi j'ai commencé par le Batman présenté par Grant Morrison, donc le tome 1, et que si on demande à n'importe qui, c'est peut-être le pire run pour commencer Batman. Pourtant, j'ai quasiment tout compris, j'ai bien accroché et ça m'a donné envie de continuer. Faut juste être un peu curieux. Enfin, j'aimerais aborder un dernier point. Pourquoi il existe différents formats pour la même histoire ? Pourquoi ne pas rééditer sous le même format, comme pour les mangas ? Quand One Piece tome 1 est en rupture, on en réédite et c'est tout. Pourquoi en comics on a autant de variétés de formats ? La première raison est liée au marché américain. Le comics sort d'abord en issue, le petit numéro d'une vingtaine de pages, mois après mois. Il compile ensuite les arcs en trade paperback, aussi appelé TPB, puis quelques années après, les séries à succès sont republiées dans des formats un peu plus gros, allant de volumes comme celui-ci à de gros omnibus. L'objectif est de fournir une variété de formats
pour toucher à tout type de lecteur. Et en France, c'est un peu la même chose. Mais en France, on a en plus la contrainte d'un marché de niche. Il y a très peu de lecteurs et une simple réédition peut coûter cher à un éditeur. Il doit donc varier le format pour créer une nouveauté qui aura plus de chances d'être mise en avant par les libraires. Et c'est d'ailleurs dans cette volonté de toucher un nouveau lectorat que les formats poche s'installent petit à petit dans les rayons des librairies. Urban Comics et Panini Comics, respectivement éditeurs français de DC Comics et de Marvel, ont ainsi effectué un gros travail de sélection et proposent des récits cultes pour la plupart à des prix extrêmement bas. La contrepartie, c'est que le format est un peu plus petit que l'original et que la qualité de papier est un peu moins bonne. Malgré tout, c'est clairement le format idéal pour commencer les comics, d'autant plus que les histoires choisies sont souvent de très bonnes portes d'entrée. Après, tu l'as sûrement compris, mais dans les comics, tout est fait pour que tu puisses lire l'histoire que tu as envie de lire. Et c'est peut-être ça le plus compliqué, choisir par quelle histoire tu as envie de commencer. Ici, personne ne te dira que le point d'entrée idéal, c'est celui-là, mais seulement que c'est le plus facile. Mais si tu as envie de lire une histoire qui te paraît plus compliquée, rien ne t'en empêche, il y a même de grandes chances que tu y prennes plus plaisir parce que c'est l'histoire que toi, tu avais envie de lire. Lire One Piece, c'est lire une histoire. Lire Batman ou Spider-Man, c'est en lire des centaines dans l'ordre que tu veux. Et c'est ça, la véritable force des comic books de super-héros. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dans la prochaine, on parlera du vocabulaire spécifique lié au monde du comics, même si on a déjà parlé un petit peu ici. Et dans la troisième vidéo, je te donnerai quelques pistes concrètes pour t'aider à choisir le premier comics que tu auras envie de lire. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.